Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez approfondie d'un sujet vraiment central dans le monde universitaire, la recherche aussi, l'éthique, l'intégrité. Et puis, on va parler d'un problème bien connu, le plagiat. Mhm. Les documents qu'on a consultés, ils explorent aussi une piste intéressante, celle des logiciels open source. Comme alternative. Oui, une alternative éthique en plus. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter un peu tout ça. Les règles, les bonnes pratiques. Et surtout, pourquoi c'est si crucial pour la crédibilité de la recherche, des diplômes même. Exactement. C'est un sujet fondamental, et particulièrement, je pense, pour les jeunes chercheurs qui débutent. Le but, c'est vraiment d'apporter de la clarté sur ce qu'on attend d'eux, sur les principes de base, et puis donner des repères pratiques, concrets, pour maintenir cette intégrité scientifique. C'est la socle de toute recherche fiable. Tout à fait. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Les sources font une distinction entre morale et éthique. C'est quoi la différence au juste? C'est une distinction classique. Disons que la morale, ce serait plutôt les grands principes, un peu généraux, universels, qui guident la conduite humaine, le bien, le mal. D'accord, quelque chose d'assez large. C'est ça. Alors que l'éthique, c'est plus spécifique. C'est l'application de principes moraux, mais dans un contexte précis. Une profession, une communauté. Comme le milieu universitaire, justement. Voilà. L'éthique professionnelle, c'est cet ensemble de principes, de valeurs, parfois même formalisées dans des chartes, des codes, qui s'imposent à un groupe. L'administration, les étudiants, les enseignants-chercheurs. Et le non-respect de ces règles, ça peut entraîner quoi? Des sanctions, potentiellement. C'est prévu. D'ailleurs, on voit bien, les documents le montrent pour l'Algérie, une évolution institutionnelle, avec des comités d'éthique, des chartes qui se sont mises en place petit à petit depuis 1995 jusqu'à celle de 2020. Et cette charte de 2020, par exemple, qu'est-ce qu'elle met en avant comme grand principe? Alors, elle articule plusieurs valeurs clés. Il y a l'intégrité et la loyauté. C'est assez clair pour lutter contre la corruption, garantir l'honnêteté. La liberté académique aussi, fondamentale pour pouvoir exprimer des idées critiques pour que la recherche avance. La responsabilité et la compétence, ça renvoie à la rigueur qu'on attend des acteurs de l'université. Logique. Oui. Et puis, il y a le respect mutuel, important indépendamment de la hiérarchie, l'adhésion à la vérité scientifique, bien sûr, l'objectivité, l'esprit critique, ça c'est le cœur de la démarche scientifique honnête. Le noyau dur, en quelque sorte. C'est ça. L'équité aussi, dans les décisions, les nominations par exemple, et même le respect du lieu physique, le campus. En fait, tout ça vise à créer un environnement de travail et d'apprentissage qui soit sain, propice à une recherche intègre. Un environnement sain qui, malheureusement, peut être mis à mal par certaines pratiques. Et là, on arrive au gros morceau. Le plagiat, ou SRRK Elmire, comme disent certaines sources. Le vol scientifique. Comment c'est défini exactement? Alors, le plagiat, fondamentalement, c'est l'acte de s'approprier le travail, les idées, les mots de quelqu'un d'autre, sans lui en donner le crédit. Le point central, mais vraiment central, c'est l'absence de citation correcte des sources. Donc, ne pas dire d'où ça vient. Exactement. Que ce soit fait exprès ou par simple négligence, le résultat est le même. On fait passer pour sien quelque chose qui vient d'ailleurs. Le décret algérien 1082 de 2020, il est précis là-dessus. C'est tout acte de falsification, de fraude, de tricherie dans des travaux, des publications. Et pourquoi ça arrive? Pourquoi les gens plagient? Les sources donnent des pistes. Où s'arrête l'inspiration? Où commence la copie? Quand est-ce qu'il faut citer? Comment citer? La zone grise, un peu. Peut-être. D'autres fois, c'est un manque d'adhésion aux principes éthiques eux-mêmes. On n'y croit pas vraiment ou on s'en moque. La pression aussi, la difficulté, réelle ou perçue, de faire de la recherche originale, ça peut jouer. La tentation de la facilité. Voilà. Et puis, il y a la négligence pure et simple, la paresse intellectuelle, le côté pratique du copier-coller sans réfléchir. Et les conséquences de tout ça? J'imagine qu'elles sont sérieuses. Ah oui, elles sont loin d'être anodines. Le plagiat, ça mine la confiance. La confiance dans le chercheur, bien sûr, mais aussi dans l'institution, dans la revue qui publie. Ça dévalorise les diplômes. Et puis, ça freine l'innovation réelle. Parce que si on peut juste reprendre le travail des autres, pourquoi faire l'effort de créer, de chercher vraiment? C'est un vrai poison pour l'avancement collectif du savoir. Et on voit que les textes réglementaires, comme ce décret 1082, sont très très précis sur ce qu'est du plagiat. C'est pas juste copier un bloc de texte.
Non, absolument pas. C'est beaucoup plus large. Bien sûr, il y a le copier-coller de texte, même juste une phrase sans guillemets et sans source, mais c'est aussi reprendre une idée, un argument spécifique, une structure de pensée, des données chiffrées, une démonstration. Tout ça sans indiquer clairement d'où ça vient. Même traduire. Oui, traduire un texte, même partiellement, sans nommer l'auteur original et la source, c'est considéré comme du plagiat. Utiliser un graphique, une image, un tableau trouvé ailleurs, sans dire d'où il vient, c'est pareil. Le problème, c'est toujours ce manque de reconnaissance de la source. Et ça va même au-delà du contenu lui-même. Ça touche aussi à qui signe le travail, non? Tout à fait, c'est un point important que soulignent les sources. L'intégrité de la collaboration scientifique. Par exemple, mettre son nom sur un article auquel on n'a pas vraiment contribué. La publication cadeau? Voilà, ou l'inverse. Un responsable de labo qui ajoute le nom d'un collègue juste pour faire passer l'article plus facilement, même s'il n'a rien fait dessus. Ou encore, utiliser les travaux de ses étudiants, leurs mémoires, leurs thèses, pour ses propres communications ou publications, sans leur accord clair et surtout sans les citer correctement. Ça aussi, c'est du plagiat en quelque sorte, hein. Ça relève en tout cas d'un grave manquement éthique lié à la paternité scientifique. Présenter faussement qui a fait quoi. Pareil pour le fait de gonfler artificiellement la liste des membres d'un comité scientifique, d'une revue ou d'un colloque, juste pour le prestige, sans leur accord écrit et leur participation réelle. Le fond du problème, c'est souvent un manque de transparence, un manque d'honnêteté. Et très souvent, ça passe par l'absence de citation ou de crédit approprié. Bon, face à ce tableau un peu sombre, comment on fait pour rester droit dans ses bottes? La solution semble évidente, mais il faut le marteler. Citer ses sources? C'est ça, c'est la clé de voûte. C'est ce que les sources appellent la documentation scientifique. C'est cette pratique qui doit être systématique, rigoureuse, honnête, d'indiquer pour chaque information, chaque idée, chaque donnée qui n'est pas de nous, d'où elle provient. Ne pas citer ces sources, c'est la définition même, ou en tout cas la manifestation la plus courante du plagiat. Et citer, ce n'est pas juste pour éviter les problèmes, ça a d'autres avantages. Ah, mais bien sûr, énormément. Citer correctement, c'est d'abord, oui, une question d'honnêteté intellectuelle, c'est la base, mais c'est aussi une façon de renforcer la crédibilité de son propre travail. On montre qu'on s'appuie sur des choses solides, reconnues. Ça donne du poids à ce qu'on dit. D'approfondir, ça montre qu'on connaît son sujet, qu'on a lu ce qui s'est fait avant. Et puis, c'est participer au dialogue scientifique, hein. On reconnaît les travaux des autres, ceux sur lesquels on construit notre propre contribution. Et qu'est-ce qu'on doit citer, concrètement? Tout? Presque. En tout cas, tout ce qui n'est pas une connaissance vraiment commune de notoriété publique ou le fruit direct de notre propre réflexion ou de nos propres expériences. Donc, ça inclut les livres, bien sûr, les articles de revues scientifiques, surtout ceux qui sont évalués par les pairs. Peer-reviewed, oui. Voilà, les thèses, les mémoires, les rapports officiels, les contenus de sites web fiables, attention à la fiabilité d'ailleurs. Important, ça. Très. Ça peut être aussi des communications de conférences, parfois même des documents audiovisuels pertinents. Le principe est simple, si on emprunte quelque chose, on le dit. Et il y a des règles précises pour le faire? Des normes de citation? Oui, tout à fait. Il existe plusieurs styles, plusieurs normes qui sont assez standardisées, souvent selon les disciplines. On entend souvent parler de l'APA, très courant en sciences humaines et sociales, la MLA pour les lettres. Il y a aussi le style Chicago, Harvard. Ça peut paraître un peu compliqué, toutes ces normes. Ça peut l'être au début, mais les sources insistent sur une chose. Le plus important, ce n'est pas forcément de choisir le meilleur style dans l'absolu. Sauf si une revue ou une institution l'impose, bien sûr. Le plus important, c'est d'en choisir un et de s'y tenir, d'être parfaitement cohérent tout au long du travail. Cette rigueur dans la forme de la citation, elle reflète la rigueur intellectuelle du fond. C'est un tout. D'accord. Mais imaginons que, malgré tout, un cas de plagiat soit avéré. Détecté, prouvé. Quelles sont les conséquences possibles? Les textes réglementés algériens qu'on a mentionnés, ils disent quoi? Alors là, les sanctions peuvent être vraiment lourdes. Ça dépend évidemment du statut de la personne, étudiant, chercheur confirmé. Pour un étudiant, ça peut aller d'un simple échec à l'examen concerné jusqu'à l'annulation pure et simple d'une soutenance de mémoire ou de thèse. Même après l'avoir obtenu? Oui. Même après l'obtention du diplôme, licence, master, doctorat, s'il est prouvé qu'il a été obtenu par plagiat, il peut être retiré. Pour un enseignant-chercheur ou un chercheur permanent, si on prouve un plagiat dans ses travaux scientifiques, ses publications, ses projets, ça peut aller jusqu'à l'annulation d'une soutenance, comme une habilitation à diriger des recherches, le retrait d'un titre universitaire, d'une promotion. Voire une interdiction de publier.
Oui, voire une interdiction de publier ou de diriger des recherches pendant un certain temps. L'idée derrière ces sanctions, c'est vraiment d'être dissuasif et de protéger l'intégrité globale du système académique. C'est très clair. Cette rigueur, cette honnêteté, ça doit s'appliquer aussi aux outils qu'on utilise pour la recherche. Et c'est là qu'on en vient à l'autre aspect abordé dans nos sources. Les logiciels open source, présentés comme une alternative intéressante, notamment aux logiciels piratés. Oui, c'est une connexion pertinente. Le piratage de logiciels, c'est aussi une forme de malhonnêteté intellectuelle et c'est illégal. L'open source, c'est un modèle complètement différent. L'idée, c'est que le code source du logiciel, la recette, si on veut, est accessible publiquement. Tout le monde peut le voir. Mais le principe de base, c'est la collaboration et la transparence. Et pour un chercheur, quels sont les avantages concrets de ce modèle open source? Ils sont vraiment nombreux. Le premier, et pas des moindres, c'est souvent la gratuité ou le coût très faible. Pour des outils qui peuvent être extrêmement puissants, c'est un avantage énorme, surtout pour des labos ou des étudiants qui ont peu de moyens. Ça libère des budgets pour autre chose. Exactement. Deuxième avantage, la flexibilité. Si on a les compétences techniques ou si on collabore avec quelqu'un qui les a, on peut adapter l'outil à des besoins de recherche très pointus, ce qui est impossible avec un logiciel propriétaire boîte noire. Mhm. Troisième point, lié à l'éthique et à la rigueur scientifique dont on parlait, la transparence. Si j'utilise un logiciel open source pour analyser mes données, par exemple, un autre chercheur peut, en théorie, regarder le code que j'ai utilisé, comprendre exactement comment les résultats ont été obtenus. Ça favorise la vérification, la reproductibilité de la science. Un point essentiel. Des standards de fait. Pour tout ce qui est analyse statistique, traitement de données, visualisation, les langages R et Python sont absolument incontournables aujourd'hui dans énormément de disciplines. R et Python, d'accord. Pour gérer sa bibliographie et faciliter les citations, on y revient, des logiciels comme Zotero ou Mendeley sont extrêmement populaires et efficaces. Très utile ça pour éviter les erreurs de citation justement. Tout à fait. Pour la modélisation, la simulation, on peut citer NetLogo, par exemple, dans certains domaines comme l'écologie ou les sciences sociales. Et puis, il y a toutes les plateformes pour partager son travail de manière ouverte. Partager du code sur GitHub, déposer des données ou des prépublications sur Zenodo, ou utiliser des environnements complets comme le Open Science Framework, OSF. Tout ça participe à une science plus ouverte et transparente. Bon, ça a l'air idéal, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques défis ou points d'attention avec l'open source. Oui, bien sûr, ce n'est pas magique. Déjà, il faut faire attention aux licences. Open source ne veut pas dire faites ce que vous voulez. Il y a des règles à respecter sur la manière d'utiliser, de modifier, de redistribuer le code. Il faut lire les licences comme les fameuses GPL, MIT, Apache. D'accord. Un aspect juridique. Oui. Ensuite, certains outils open source peuvent demander un temps d'apprentissage. La prise en main est parfois moins immédiate qu'avec un logiciel commercial très léché, très user-friendly. Il faut investir un peu de temps pour les maîtriser. Faut mettre les mains dans le cambouis parfois. Un peu, oui. Et enfin, il est important de s'assurer de la fiabilité et de la maintenance de l'outil qu'on choisit. Est-ce qu'il est activement développé? Est-ce que la communauté est réactive? Est-ce que les méthodes implémentées sont scientifiquement validées? Surtout si on l'utilise pour des analyses critiques qui vont être publiées. Donc faire preuve de discernement. Comme toujours, en recherche. Mais globalement, le bilan est très positif. L'open source, c'est une alternative vraiment solide. C'est légal déjà, ce qui n'est pas le cas du piratage. C'est souvent plus flexible, plus transparent. Et la qualité est très souvent au rendez-vous, voire supérieure, grâce à l'intelligence collective des communautés de développeurs. Et si on cherche un équivalent open source à un logiciel qu'on connaît? Les sources mentionnent des sites web qui peuvent aider, comme alternative2.net ou opensourcealternative.org. On peut y chercher un logiciel commercial et voir les alternatives libres ou open source qui existent. C'est assez pratique. Bien. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, l'éthique académique, finalement, c'est pas juste un ensemble de règles pour faire joli. C'est vraiment le fondement de la confiance. Confiance dans la recherche, confiance dans les diplômes qu'on délivre. Absolument. C'est la base. Le plagiat, qui se manifeste principalement par le défaut de citation des sources, c'est une faute grave, avec des conséquences qui peuvent être très lourdes, on l'a vu. Donc, citer correctement, rigoureusement, c'est une obligation technique, mais c'est surtout une marque de respect intellectuel. Essentiel. C'est ça, une habitude à prendre, une rigueur à cultiver.
Et pour faire tout ça dans de bonnes conditions, il existe des outils légaux, performants et souvent gratuits, comme ceux issus du monde de l'open source, qui sont là pour nous aider à mener nos recherches en toute intégrité. Exactement. Et peut-être une dernière question, une pensée pour ouvrir un peu la discussion. Au-delà du simple fait d'éviter les sanctions, comment est-ce qu'un engagement personnel, profond envers l'intégrité académique peut être facilité par l'usage d'outils ouverts, transparents, qui encouragent le partage du savoir, du code, des données? Comment est-ce que tout ça pourrait non seulement renforcer la crédibilité de chacun, mais aussi peut-être accélérer le progrès scientifique collectif? Intéressant. Le lien entre l'éthique individuelle, les choix technologiques qu'on fait, et puis l'avancement global de la science. Voilà. C'est une réflexion qui dépasse un peu le cadre strict des règles, mais qui montre bien l'enjeu fondamental de tout ce dont on a parlé. De quoi méditer.